La personne que je vais recevoir à son détour cette semaine a un poste que je trouve particulièrement important dans la communauté. Oui, je reçois Lara Mainville, directrice des presses de l'Université d'Ottawa. Lara Mainville, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Sans détour. Est-ce qu'on se tutoie? Absolument. Parfait. Alors, je trouve que c'est important de parler des presses de l'Université d'Ottawa. Les presses sont méconnues dans la communauté. C'est ma perception des choses. Moi, je suis probablement un des privilégiés, justement, à connaître votre existence et à savoir un peu ce que vous faites. Mais le commun des mortels, je ne pense pas qu'il ait une idée de ce qui se fait derrière les murs de l'Université d'Ottawa, aux presses, évidemment. Parlez-moi un tout petit peu, justement, des presses. Alors, c'est la maison d'édition de l'Université d'Ottawa. Mm-hmm. Tout d'abord, c'est ça. Nous sommes la plus grande et une des seules maisons d'édition bilingues en Amérique du Nord, en fait. Nous sommes une des seules, en fait, la doyenne des presses universitaires francophones au Canada. Et également, on est les seules presses francophones à l'extérieur du Québec. Les presses remontent à quand? Leur création remonte à quand? Alors, ça, c'est intéressant. C'est toute une histoire. Et puis, les archives sur les murs de sur les rayons de nos bibliothèques témoignent d'une longue et belle histoire. Les presses ont officiellement été fondées en 1936. À l'époque, c'était les éditions de l'Université d'Ottawa. Elles ont été fondées par des Oblats qui étaient professeurs à l'université. Et c'était en fait, ça répondait à un besoin. On voit qu'il y a eu des publications qui sont venues avant la mise sur pied officielle des éditions de l'Université d'Ottawa. Mais donc, c'est en 1936 que sont nées les presses. Uniquement en français pendant les premiers 10 ans. Et ensuite, on est passé à l'édition bilingue. Donc, on a inclus des livres en anglais. Et le tout premier livre, d'après ce que je peux voir, un des premiers en tout cas, ça a été un livre sur Ottawa de Lucien Brault, que plusieurs connaissent. Évidemment, fameux historien régional. Exact. Et qui ont été traduits vers l'anglais, donc avec une belle citation de Winston Churchill à l'époque, et que j'ai trouvé, non pas dans nos archives, étonnamment, mais que j'ai trouvé en faisant des recherches, en essayant d'en savoir davantage quand je suis entrée en poste, et que j'ai trouvé en ligne. Je l'ai commandé d'un libraire qui vend de vieux livres, et donc je l'ai amené, je vous le montrerai tantôt, si ça vous tente. Très intéressant, effectivement. Lucien Brault, évidemment, puis 1936, c'est très, très, très intéressant. Au tout début, les presses, est-ce que elles publiaient seulement des ouvrages de la communauté universitaire? Oui. Parce que l'université, ça fait plus longtemps qu'elle existe, évidemment. Tout à fait. Et c'était principalement des ouvrages... au tout début, ce qu'on voit, c'est beaucoup de petits fascicules. On en a un sur le père Tabaret, par exemple. On en a un au sujet d'Élisabeth Bruyère. Ensuite, on passe à des ouvrages davantage théologiques, l'histoire de la religion, la place de la religion dans la société. On passe ensuite aux œuvres de philosophie, aux œuvres de littérature, d'études littéraires en tant que telles. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans le programme. Et aussi, on voit également qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à publier aux presses. Puis ensuite, par la suite, ce qu'on voit, c'est l'ajout du volet sciences sociales. Donc, j'ai vu, par exemple, il y a eu plusieurs éditions d'un manuel de statistiques, des analyses plus sociologiques également. Donc, ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Puis ensuite, on passe aux ouvrages sur la politique. Et on est quand même dans la capitale nationale. Donc, puis on voit aussi l'évolution de l'objet livre aussi. Donc, on passe du papier mat, un peu brun, brunâtre, qui a bruni aussi au fil du temps,
aux ouvrages à couverture glacée. Les années 70, c'était quelque chose, hein? Et sur le plan du design graphique. Et puis ensuite, l'évolution. Et aujourd'hui, on a des gabarits pour nos livres pour justement assurer la reconnaissance de nos ouvrages savants dans les conférences, quand on assiste, par exemple, à l'ACFAS, à titre d'exemple, puisqu'on y va très bientôt, au mois de mai, et ailleurs, dans les salons du livre, etc. C'est quoi le lien entre les presses, bien entendu, quelle que soit l'époque, et la bibliothèque de l'Université d'Ottawa et les archives de l'Université d'Ottawa? Et je suis sûr que Michel sera très content que je parle de ces archives, évidemment, mais il y a un lien essentiel au sein de l'université, à mon avis. En tout cas, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, non? En fait, oui, effectivement. Donc, on travaille de près avec la bibliothèque de l'université en fait, depuis mon arrivée, ils jouent un rôle sur le plan de la gouvernance. On se tourne vers eux pour aller chercher des informations. On a ensemble un projet de libre accès. On soutient certains livres savants que l'on offre en version gratuite sur le dépôt institutionnel de l'université. Donc, on a plusieurs différentes portes d'entrée avec la bibliothèque. Et c'est vraiment une très, très belle relation qui nous amène beaucoup, et j'espère qu'on leur amène un petit quelque chose également. Et sur le plan des archives, donc avec notre cher Michel, qu'on aime qui n'est beaucoup. plus là, évidemment, mais qui n'est plus là, mais qui a... Il a laissé son empreinte, disons. Qui a aussi laissé son empreinte sur les presses. Il a été directeur de collection. Il est allé chercher de très beaux manuscrits, dont celui sur les quartiers du musée, et celui des allumettières qu'on a lancé récemment au Minotaure à Hull. Et donc, sur le plan de la relation entre les presses et les archives, tous les livres que l'on publie sont aux archives de l'université. Et la question, et puis les contrats, les anciens contrats, nos affiches, tout ce que l'on fait, d'ailleurs, on n'a pas le choix. On est tenu de faire un dépôt aux archives et c'est comme ça que ça devrait être. Selon la loi des archives. Oui. Tout à fait, absolument. Lara, si tu permets, on fait une première pause. Bien sûr. On vous revient tout de suite, mesdames, messieurs. De retour à son détour avec Lara Mainville, directrice générale ou directrice? Directrice. Bon, parfait. Directrice des presses de l'Université d'Ottawa, bien entendu. On parlait du lien entre les presses de l'université, bien sûr, et les archives et la bibliothèque, bien entendu. Il y a un lien aussi qui est essentiel pour l'université et pour les presses en particulier, c'est le lien avec le public. J'aimerais ça que tu me parles un tout petit peu de ce lien-là, parce qu'il n'a pas toujours été, étant donné l'histoire, ça n'a pas toujours été, les presses n'ont pas toujours été dans le public non plus, soyons réalistes, mais il y a eu une tendance qui s'est développée. Comment cette approche-là vis-à-vis le public s'est faite, même si il reste beaucoup de travail à faire? C'est, d'ailleurs, l'objectif des presses de l'Université d'Ottawa, au départ, ce n'était pas évidemment, le mandat, c'est de faire circuler les meilleurs livres possibles. Étant donné le genre de livres que l'on publiait, il était normal que l'on publie les livres et qu'on s'adresse à un public plus universitaire. Donc, c'était davantage les initiatives de marketing, de communication étaient davantage ciblées vers ce monde-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que non seulement on continue de faire ça, parce qu'on a un rôle important à jouer. Comme les autres universités, d'ailleurs, je pense à l'Université de Montréal, l'Université de Moncton. Oui, bien sûr. Ont tout un peu la même approche aussi. On publie de nos trucs à nous autres, mais on les rend le plus accessiblement possible à l'auditoire. Bien, exactement. Et donc, on a développé ces dernières années 2 programmes
qui nous permettent d'aller rejoindre un plus grand public. On est présent dans tous les salons. Donc, tout d'abord, les ouvrages littéraires, les œuvres littéraires, vous en connaissez quelques-unes. On a travaillé ensemble, d'ailleurs, au lancement du livre de Maurice Henry, au Salon du livre de l'Outaouais. Tout à fait. Maurice Henry, d'ailleurs, qui continue à publier des choses extraordinaires aux presses. Oui, oui. Donc, des nouvelles, des recueils de nouvelles, des romans, des essais. Des études, des études comparatives aussi populaires. Je pense entre autres à l'étude, tu parlais de quartier. Le quartier du musée. Absolument. Oui. C'est une étude extraordinaire, Absolument. historico-socio-sociale, politique. Enfin, c'est une richesse très, 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 très grande, effectivement. Tout à fait. Et puis, on a également développé deux autres offres de livres et de contenus. Donc, les biographies et mémoires, dont celle qu'on a publiée, je pense à celle de Maître Bastarache, par exemple, tout à fait. ou encore Monique Fries. On va publier la biographie de Marie-Paul Charette-Poulain cet automne, l'ancienne sénatrice. Et puis, et donc, l'objectif étant de faire connaître des Canadiens importants qui ont contribué de manière significative à notre communauté de différentes façons, quelle que soit la nature de leur contribution. Donc, on travaille de plus en plus sur ce volet-là. Et puis, est-ce que je l'annonce tout de suite? On peut l'annoncer. Je suis très, très heureuse que l'université nous soutienne dans notre projet de nous relocaliser au centre-ville d'Ottawa, au coin de Bank et d'Albert, sur la rue Albert. On aura pignon sur rue avec une micro-librairie, une mini-galerie d'art et on va avoir, pour la toute première fois, je pense, notre espace pour recevoir le public, pour organiser des événements. Donc, il y a toute une programmation. Donc, les prochains lancements des presses vont avoir lieu là, si je comprends bien. À compter du mois de décembre. Je retiens l'adresse, parfait. Oui. Tout à fait. C'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Et on se rapproche, bien entendu, du milieu comme tel, franco-ontarien et canadien en particulier. Vous êtes au cœur de l'activité. C'est très intéressant, très, 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 très bonne nouvelle. Je suppose que ce déménagement-là implique des arrangements. En d'autres mots, les réserves et les magasins vont rester à l'université, mais la boutique, si je peux m'exprimer comme ça, va se retrouver sur la rue Albert. Est-ce que c'est comme ça que ça va être organisé? Bien, c'est-à-dire qu'on va y travailler. Ce seront d'abord nos bureaux et c'est en fait une des choses dont je suis très fière parce que les membres de mon équipe ce sont des professionnels de l'édition qui travaillent bien et fort, mais qui travaillent aussi beaucoup dans l'ombre. C'est l'auteur qui est sur la page couverture comme il se doit, hein? Mais il y a toute une équipe de personnes qui ont contribué à transformer le manuscrit en produit final que l'on veut mettre sur notre rayon ou dans notre liseuse ou peu importe. Et donc, ce sera un espace très ouvert. Quelqu'un qui entre pour acheter un livre ou pour acheter une carte ou autre chose va également pouvoir voir les membres de l'équipe à l'œuvre. Donc, ça braque un peu les projecteurs sur les gens derrière qui sont souvent nommés dans la page de crédit ou dans les mots de remerciement. Et ça me fait vraiment plaisir. Très intéressant qu'on mette l'équipe aussi de l'avant. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important, effectivement. Il y a une question que le grand public se pose, Lara, et moi, je connais un peu la réponse, mais j'aimerais l'entendre de ta part. Quand un auteur, mettons Jacques Anquetil, par exemple, décide de publier un ouvrage sur les Juifs, c'est quoi le processus qui existe aux presses de l'Université d'Ottawa pour, justement, accepter la recherche, accepter la soumission, le projet comme tel, et ensuite de ça, c'est quoi les étapes pour en arriver à la publication et bien sûr à la parution de l'ouvrage en tant que tel? Je sais que c'est une question très large, mais c'est parce que le commun des mortels se dit, ben oui, mais je veux dire, j'ai juste à prendre mon texte puis l'envoyer, puis après ça, c'est publié.
Oui, et on en reçoit des manuscrits comme ça et qui sont... on en reçoit beaucoup. Je reconnais que c'est un peu mystérieux comment on passe d'un manuscrit à un livre fini. C'est pas si compliqué et c'est quelque chose que les gens vont pouvoir voir dans nos nouveaux bureaux. Mais en gros, un livre comme celui de Pierre Anctil, par exemple, qui vient de gagner le prix du gouverneur général pour la traduction. On est très fiers de celui-ci. Donc, le professeur Anctil avait fait de la recherche sur cette question-là. C'est un grand spécialiste de la question des Juifs au Québec. Et puis, il nous est arrivé, lui ou peu importe l'auteur, nous arrive avec un manuscrit qui est le fruit de longues années de recherche. Tout à fait. Est-ce que je peux apporter une précision? J'ai dit Jacques Anctil, c'est pas tout à fait, c'est Pierre Anctil, évidemment. Jacques Anctil, c'est le coureur cycliste. Bon, je m'excuse. À partir. Et donc, l'auteur arrive avec un manuscrit. Dans le meilleur des mondes, il nous arrive bien avant le dépôt. Comme ça, on a la chance de travailler avec l'auteur ou l'autrice sur différentes questions. Par exemple, la question du financement, la question sur plein de questions pour aider à assurer la réussite du livre. Une fois que le manuscrit est reçu, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et donc, on fait travailler l'auteur après le dépôt du manuscrit, et c'est normal. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans le cas des livres savants, on va envoyer le livre en comité d'évaluation. C'est le nerf de la guerre en édition savante et c'est ce qui fait la distinction entre les presses universitaires et puis les autres éditeurs qui ont des comités de lecture et tout. Mais dans notre cas, on ne peut pas publier si le manuscrit ne passe pas le comité. Donc, ce sont des experts dans cette question très pointue qui pourrait être l'histoire des Juifs au Québec ou encore, peu importe le sujet. Une fois qu'on a les rapports d'évaluation qui regardent la méthodologie, l'écriture, la structure et l'originalité, la contribution aux connaissances et le potentiel de vente également, une fois qu'on a tout ça, l'auteur est appelé à écrire une lettre de réponse au rapport d'évaluation et cela permet à l'auteur d'énumérer les modifications qu'il aura ensuite à faire. C'est un processus très courant là, dans le milieu universitaire. Une fois que ça c'est fait, on fait approuver le manuscrit, le projet de publication par notre comité scientifique, le comité éditorial, qui ensuite, puis une fois qu'on a cette approbation, ensuite, là, on passe à la production. Donc, la révision linguistique, la mise en page, la préparation de la page couverture, la correction des preuves, l'index, la conversion, l'impression. Et tout ça, durant ces dernières étapes-là, est-ce que l'auteur est également impliqué à ce moment-là? Oui, à toutes les étapes. À toutes les étapes. Jamais qu'on publierait un livre sans que l'auteur ait eu la chance de revoir chacune des corrections. Donc, il peut vraiment faire aucune surprise. L'ouvrage qui va être publié à ce moment-là. Ça demeure le livre de l'auteur. Nous, notre rôle, c'est d'aider l'auteur à polir son manuscrit, à vraiment en faire un vrai de vrai livre qui a un potentiel de vente, qui a le potentiel de faire une contribution majeure à la science dans ce domaine-là, la discipline, et également qui peut-être aurait l'occasion de gagner des prix littéraires ou autres. Ça veut dire donc par conséquent que vous touchez à tous les domaines qui pourraient être enseignés à l'université, que l'on parle, je ne sais pas moi, de théologie, de philosophie, d'histoire, que l'on parle de, je ne sais pas moi, de relations humaines, peu importe le domaine, s'il y a un manuscrit d'intérêt, vous le publiez. Oui, mais je nuancerai un peu. Donc, tout d'abord, on publie uniquement en sciences humaines et non pas en sciences pures. Pas de livres en génie, pas de livres en chimie, biologie.
Mais par contre, la sociologie, l'histoire, la littérature, la politique, le droit et... Les biographies. Bon, oui, bien sûr. L'éducation également. Je suis certaine que j'en oublie. Mais bon, l'idée, donc, c'est de vraiment nous concentrer sur les ouvrages en sciences humaines. Pour ce qui est de nos livres dits savants, qui sont des livres, autant j'aime le mot livre, l'expression livre savant, autant je trouve que en même temps, ça ne rend pas service à nos livres en fait de positionnement aujourd'hui, parce que nos livres... C'est très restrictif un peu. Bien, c'est que ça peut faire peur aux gens et ce n'est pas l'objectif. Parce que ce livre-là se lit comme ça se lit comme un roman tellement de l'eau de bien. rose. Absolument. Oui, tout à fait. Bien, peut-être pas comme un roman à l'eau de rose, mais pas loin. Pas loin, effectivement. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ça arrive aux presses de l'Université d'Ottawa de publier des ouvrages qui viennent de l'extérieur? En d'autres mots, qui ne sont pas dans la filière de recherche ou de champ d'activité ou d'enseignement de l'université? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, on a une indépendance éditoriale par rapport à l'université. L'université ne peut pas venir nous dire « tu vas publier tel livre, Lara ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, si on faisait ça, on perdrait notre statut de presse universitaire. Toutefois, nous attirons des chercheurs de partout au Canada qui sont affiliés à d'autres universités. Et de la même façon, les chercheurs de l'Université d'Ottawa peuvent aller publier ailleurs également. Nous, on publie entre 25 et 30 livres par année. Clairement, on a beaucoup plus de chercheurs sur le campus. Et donc, forcément, c'est ça. Donc, comment on fait le tri? On a une douzaine de collections de livres savants, puis aussi nos programmes littéraires. Et pour ce qui est des livres savants et des autres, c'est toujours une relation. La relation auteur et éditeur, c'est une relation personnelle, ainsi qu'une relation avec la discipline donnée, donc en histoire. Par exemple, on est très connu en littérature, en éducation, etc. Donc, les chercheurs peuvent, en histoire aussi, et les chercheurs peuvent vouloir publier dans cette collection-là. Ils peuvent être attirés. Donc, un chercheur de l'Université de Moncton, par exemple, ou de UBC, peu importe, parce qu'on publie dans les deux langues. Et donc, peuvent être attirés par nos collections ou encore peuvent avoir un manuscrit et décider, je veux publier chez tel éditeur, en l'occurrence nous, parce que on a eu une rencontre et il y a eu des atomes crochus, puis on a dit, on pourrait faire telle chose, telle activité de marketing, on a tel réseau. Donc, il y a toujours des raisons qui font en sorte qu'un chercheur ou qu'un auteur choisisse tel éditeur ou inversement. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Lara, on va faire une deuxième pause. Déjà une deuxième pause, mesdames et messieurs. Revenez-nous, ce ne sera pas long. De retour à Sans détour avec Lara Mainville, qui est directrice des presses de l'Université d'Ottawa. On a senti dans l'explication que tu viens de nous donner dans le segment précédent, Lara, qu'il y a une passion. Il y a une passion pour le bouquin chez toi. D'où ça vient, cette passion-là? Oui, alors, de tout temps, j'ai toujours lu. J'ai toujours beaucoup lu. Et Même, puis, oui, jeune, ben oui, je pense qu'on ne peut pas travailler en édition si on n'a pas cette passion. J'ai toujours lu. Ma mère était enseignante dans une école primaire, mais elle est devenue rapidement la bibliothécaire de l'école. Et donc, j'ai été rat de bibliothèque pendant un bon bout de temps. J'ai travaillé dans une bibliothèque quand j'étais adolescente, dans la bibliothèque municipale. Et puis, en fait, ce qui m'a vraiment poussée vers des études en littérature, ça a été l'été de mes 12 ans, quand mon père prenait des cours d'été à l'Université d'Ottawa. Il avait pris un cours de littérature science-fiction. Alors, soudainement, j'ai découvert, il m'a dit, tu sais, tu as lu ça, tu vas voir, dis-moi si c'est bon.
OK. Alors, j'ai relevé le défi et j'ai découvert les Isaac Asimov et compagnie. Puis, ça a vraiment consolidé ma décision de m'en aller vers la littérature. Alors que à cette époque-là, on me disait, ah, tu pourrais faire carrière en sciences aussi, mais j'ai préféré, mon cœur m'appelait vers le monde littéraire. Tu es originaire d'ici? Non, ça fait longtemps que j'habite à Ottawa. Mais non, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Espanola, qui est à 85 km de Sudbury. C'est une très, très belle région et j'ai eu la chance d'avoir une enfance exceptionnelle, une adolescence... Campagnarde ou urbaine? Ben, c'est un petit village de 5000 personnes quand même. Oui. Je dirais pas campagnard, mais disons que c'était une autre époque aussi, donc je pouvais facilement enfourcher mon vélo puis aller me promener pendant 2 heures toute seule dans le village. Avec un livre? Quand j'avais... Ah oui! Alors Je t'imagine facilement en bicycle, te rendre sur le bord de la rivière, t'asseoir, siroter quelque chose avec un bouquet. Ah, mais j'ai encore mieux. Oui? Quand j'avais 10, 11 ans, je partais, on avait un terrain à l'extérieur du village et puis où on a finalement bâti la maison notre maison. Mais derrière, il y avait comme moi j'appelais ça une montagne à l'époque, là, mais bon, mais il y avait un mur de pierre et ça donnait l'impression d'être seul au monde parce qu'il fallait grimper, tu sais, et donc de faire de l'escalade. Donc, je partais avec mon sac à dos avec un livre. J'ai appris avec le temps un coussin, puis une bouteille d'eau, puis parfois un sandwich. Puis en haut de cette petite montagne, il y avait un pain blanc. Et j'allais m'installer en haut dans le pain blanc, puis je pouvais lire pendant 3-4 heures. Et je voyais le village d'Espanola avec la rivière qui serpentait. C'est des moments de pur bonheur. J'imagine. Oui. J'imagine. Ouais. Les premiers livres que Lara Mainville a lus, c'est quoi? C'est Fifi Brindacier? C'est... Oh, les premiers livres que j'ai lus, c'est une bonne question, ça. Je me souviens d'avoir lu les Enid Blyton à l'époque, les Nancy Drew. Alors, j'ai passé à travers tous les Nancy Drew j'en lisais un par jour à un moment donné parce que j'avais été hospitalisée, puis c'était long. Donc, j'en lisais un par jour. Et j'aimais beaucoup cette jeune femme forte, indépendante, qui pensait pour elle-même. Mais ça, c'est quand j'avais 9 ans. J'étais en 9 ans, oui. Et quoi d'autre? Par la suite, j'avais découvert... j'avais aussi découvert les livres d'un auteur un peu mystérieux. Qui était-il? Je m'en fichais un peu à l'époque. Je lisais les livres. Mais c'était Maxime, l'Aiglon blanc Noir et tous les autres. J'avais beaucoup aimé cette série-là parce qu'il y avait un volet historique également. Voilà. Donc, et puis ensuite, à mes 12 ans, ça a été la découverte du monde de la science-fiction. Oui. Ça l'est encore, la science-fiction? La première passion de Lara Mainville? J'en lis moins présentement parce que je travaille beaucoup et j'ai moins de temps pour mes propres lectures à moi. Mais oui, j'aime encore beaucoup ça. Puis un jour, je vais y revenir de plus belle. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Est-ce que Lara Mainville met son nez, sa touche, ses mains dans, justement, non seulement la gestion des presses, parce que ça, c'est important aussi, évidemment, ça, on s'en serait douté, on va revenir là-dessus, mais justement, dans, comment je dirais, l'approche au niveau des auteurs, etc., parce que ça va être passionnant aussi d'être au courant, aux premières loges de certaines recherches qui sont faites dans le milieu universitaire ou ailleurs, mais particulièrement à l'Université d'Ottawa, ça doit être un privilège de savoir que, je ne sais pas moi, Maurice Henry est en train de travailler sur tel truc, et puis bon, qui pourrait nous enchanter. C'est un privilège. Absolument. C'est un des grands bonheurs de ma vie d'avoir la chance de travailler auprès de gens qui ont tellement de choses à dire, des idées intéressantes, des chercheurs qui veulent essayer de trouver des façons d'améliorer le monde autour d'eux. Et donc, oui, je joue un rôle
de développement de relations interpersonnelles. Comme je disais tantôt, l'édition, c'est autant notre programme éditorial que la relation de confiance qu'on peut créer avec nos auteurs. Et donc, j'essaie très fort de continuer à développer ce lien. Mais je trouve qu'il y a une chose, en fait, je voulais le mentionner tantôt, c'est que autant on travaille avec des chercheurs très spécialisés, autant, et c'est bien, c'est important d'avoir des gens qui sont ultra spécialisés. En même temps, nous, on joue un rôle un peu de connecteur. Hein? Et on a ça prend aussi des gens dans la société qui ont une culture générale qui permettent de prendre une idée dans un domaine, puis une idée dans un autre domaine, et de créer des ponts entre tout ça pour créer de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup faire. Ça m'allume. J'imagine un tout petit peu. D'après mes notes, d'après mes recherches, tu as une maîtrise SR en lettres françaises, de l'Université d'Ottawa, bien sûr. Bachelière, bien sûr, de l'Université d'Ottawa aussi en lettres. Et en histoire. Oui, absolument, j'allais préciser, merci. Le fait de rester dans ce domaine-là des lettres, est-ce que c'est la suite logique? Et qu'est-ce que tu as écrit pour ta thèse? Oh! Sur quoi portait ta thèse, finalement? En fait, ma thèse a porté sur une question qui n'est pas une question de science-fiction en tant que telle, mais c'est parallèle. Je pensais que tu allais travailler sur Asimov. En fait, j'ai pensé faire un doctorat en science-fiction, littérature science-fiction, mais finalement, la vie m'a amenée ailleurs. Mais non, ma thèse de maîtrise a porté sur l'utopie. Et donc, le monde meilleur, toute cette notion d'utopie, donc dans la littérature, et précisément dans la littérature d'une écrivaine franco-espagnole qui s'appelait Flora Tristan, et qui était contemporaine de George Sand et qui a voyagé au Pérou pour fuir son mari, finalement. Elle avait de la famille là-bas. Et donc, elle a joué un rôle. Elle est devenue très militante également pour les droits des ouvriers et donc contemporaine de George Sand. On la confondait parfois, mais également un peu dans la foulée des Karl Marx, etc. Donc, elle a fait le tour. Bref, il y a un côté livre et il y a le côté vraie vie, puis essayer de mettre en place ce qu'elle prêchait dans ses livres. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, c'était la littérature également féministe. Et donc, tout ça m'a beaucoup plu. Puis, j'ai fait ma thèse de maîtrise avec la professeure Marie Couillard au département de lettres françaises, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça m'a donné la chance de creuser cette question. Ça a été un moment privilégié dans ma vie de pouvoir me consacrer à la recherche et lire pour lire. De la même façon, j'ai travaillé avec la professeure France Martineau, qui était davantage, qui se concentrait davantage sur la linguistique. Mais donc, elle, ce que je faisais pour elle, c'était magnifique. Je lisais des livres et je me faisais payer pour lire des livres. Et des livres de la fin du Moyen Âge. Et donc, voilà. Donc, Rabelais, Pantagruel, je les ai lus grâce à elle. Voilà. Quelle belle découverte. Hein? Ah oui. Franchement, là, quelle belle découverte. Tu as travaillé chez Liama Communication, c'est quoi ça exactement? Bien alors, c'est ça, je n'ai pas toujours... Tu as un peu divergé de temps en temps. Tu as pris, disons, des chemins de traverse pour arriver à là où tu es. Oui. Ben, en fait, plus que de temps en temps, là, j'ai passé quand même une quinzaine d'années à l'extérieur du campus. J'ai cofondé une agence de communication marketing qui s'appelait LAMA. Nous, on appelait ça LAMA, communication. Et puis, on a travaillé beaucoup avec les organismes artistiques et culturels et puis aussi avec des ministères gouvernementaux parce qu'il faut quand même aussi gagner sa vie. C'était une agence de communication
pour l'événementiel ou déjà aussi pour la publication en général? Donc, on a fait un peu des deux. Okay. Il y avait tout un service de design graphique et il y avait aussi de l'événementiel et du travail davantage de contenu. Avec le temps, je me suis... et j'ai beaucoup aimé. Mon tout premier contrat, ça a été... Alors, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, je suis désolée. Hey, mon tout premier contrat, ça a été... Je t'ai invité pour ça. Ça a été pour le... je l'ai fait avec le Centre national des arts. Dans le temps, il y avait Festival Canada et je m'étais occupée des communications pour le festival ou pour un volet du festival. Et une des choses que je devais faire, c'était cette journée-là, je devais aller chercher les clowns du cirque Éloise qui étaient au parc Jacques-Cartier et les amener au centre-ville pour une prestation du midi. Or, les clowns avaient décidé que c'était pas... c'était pas dans le contrat, ils ne voulaient pas y aller, il fallait qu'on y aille. J'avais peur d'être en retard. J'étais enceinte de, je ne sais plus, 8 mois, je pense. J'étais énorme. Et puis, il y avait la canicule. Bref, les conditions étaient parfaites pour que je m'énerve. Et puis, tout en essayant de ne pas m'énerver. Bref, j'amène les clowns qui finalement décident de venir parce que la pauvre. Et puis, qu'est-ce que je fais? Boum! Accident de voiture à côté de la galerie du Musée des Beaux-Arts. Et donc là, les clowns qui étaient un peu de mauvaise humeur se sont arrêtés et ont dit « OK, c'est bon, es-tu correct? » J'avais à peine frappé le chauffeur de taxi qui était aussi pressé que moi. Et donc, on est parti. La vie est belle. On est arrivé. Puis je leur ai dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas le dire au Centre national des arts? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont faite? Évidemment. Oui. On s'en doute. Mais bref, ça a commencé comme ça. C'est très intéressant, très intéressant. Il y a des anecdotes, c'est ça que je cherchais dans le thème, des anecdotes très intéressantes dans la vie des communications, effectivement. Oui. Tu as travaillé, parce que je recevais justement Piedade il n'y a pas tellement longtemps, Piedade Sens, bien sûr, du RSF, et tu as travaillé également au regroupement des éditeurs canadiens et français. Ça, je trouvais ça très intéressant. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce sont des expériences un peu de travers, mais il y a toujours un lien avec la littérature, etc., très constante dans ton cheminement, évidemment, soit dit en passant. C'était pour les éditions du Blé à ce moment-là? En fait, c'est dans le temps que j'étais aux communications, chez Lama Communication. Et donc, on a accompagné le RFC, le regroupement des éditeurs canadiens-français à l'époque, à plusieurs différents niveaux. Mais c'était principalement des campagnes de communication, la production de leur catalogue, des entrevues aussi qu'on a faites. On a réalisé des pubs télé, des partenariats avec Radio-Canada. On a fait plein de choses. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer un tout petit peu à l'essor des maisons d'édition hors Québec qui, on le sait, ont beaucoup de très belles choses, beaucoup de très beaux livres, mais qui également ont besoin de soutien. Et donc, le regroupement joue un rôle extrêmement important sur ce plan. Et ça me réjouit de voir ce qui se passe présentement. Il y a un vent de fraîcheur au regroupement qui me fait vraiment très plaisir. Une collaboration vraiment très, très, très intéressante. Oui. Effectivement, c'est ce que nous disait Piedade Science, bien sûr. On fait une autre pause, Lara, si tu permets, et puis on revient tout de suite, mesdames et messieurs. Sans détour avec Lara Mainville. Lara, je me demandais une chose, parce que la plupart des gens, malheureusement, ne le connaissent pas. Le Conseil canadien des académies, c'est quoi exactement cet organisme-là pour lequel tu as travaillé aussi pendant, je pense, 3 ans, 3-4 ans peut-être, dans ce coin-là? C'est un regroupement
c'est une association nationale qui regroupe différentes académies d'ingénieurs, etc., et d'autres, et dans d'autres disciplines, qui travaillent à l'avancement des connaissances, qui travaillent également pour faire du lobbying également, mais c'est principalement donc un organisme de représentation et d'organisation d'activités de rayonnement. Ils ont commandé des études très pointues dans différents domaines, l'environnement. Donc, ils ont plusieurs différents programmes comme ça, et c'est un organisme qui joue un rôle très important dans notre société. Tout à fait. En plus de ce que tu viens de nous exposer durant les dernières minutes, tu as également fait de la traduction. Oui. J'ai eu mon agrément. Tu as été pigiste, si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe, mais tu as été pigiste en traduction. Ça aussi, ça a dû t'ouvrir un champ de possibilités extraordinaires au niveau professionnel et particulièrement pour le travail que tu occupes présentement, parce que tu le disais au point de départ, les presses de l'Université d'Ottawa publient dans les 2 langues. Oui. Donc, d'avoir déjà une maîtrise de la traduction, de ce que c'est la traduction, de ce que ça nécessite, etc., ça doit certainement t'apporter quelque chose. Oui, donc, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai toujours fait un petit peu, alors que je faisais de l'événementiel également, puis des plans de communication, ce genre de choses. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la vie m'amenait vers les projets de révision et de plus en plus de traduction. Et donc, je suis allée chercher mon agrément. L'autre réalité, c'est que j'avais 3 jeunes enfants, et puis faire de l'événementiel dans le milieu des arts, en art de la scène ou avec le Centre national des arts, c'était tellement de belles expériences, mais c'est tellement intense en même temps dans la période qui mène au festival et pendant le festival, quand on a de petits-enfants, c'est pas très compatible. Et donc, je m'étais dit, autant j'aime ça, autant j'aime encore plus mes enfants. Et donc, je me suis réorientée vers la révision linguistique et vers la traduction. Mais tu as demeuré toujours dans le domaine littéraire, de l'écrit, etc., etc. Est-ce que Lara Mainville a déjà publié quelque chose? Oh, quelques articles savants. Je ne sais pas si on peut... c'est dommage qu'on ne puisse pas comptabiliser toutes les demandes de subventions qu'on écrit. Oui. Parce que je passe mon temps à écrire, il me semble. Mais non, voilà, pour l'instant... il n'y a pas de bouquin sur Asimov ou sur des essais un peu plus autre qu'administratif. Un jour, j'y viendrai. Ouais. Ouais. Tant mieux, j'espère bien, parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça pouvoir t'interviewer justement sur ta façon d'écrire, entre autres. Je veux arriver absolument aussi au point de vue de la gestion en tant que telle. Je sais, mesdames, messieurs, ça fait peur quand on dit gestion, mais est-ce qu'il y a un plaisir à gérer des presses de l'Université d'Ottawa, entre autres, des presses en général, là, bien sûr, on se comprend, quoique celles de l'Université d'Ottawa sont un peu spéciales et particulières, et je pense que c'est un milieu où on aimerait être, mais enfin, la gestion comme telle, c'est intéressant aussi, malgré le background et le parcours littéraire et le parcours de l'évasion en tant que tel? Oui. On a la chance de former, de forger l'organisme, de contribuer à une vision d'avenir, puis ensuite à déployer cette vision. C'est sûr que l'Université d'Ottawa, c'est une grande machine. Moi, j'arrivais de ma propre boîte où il fallait tout faire. Et puis, on est passé donc à une entreprise à l'intérieur d'une grande boîte, sans but lucratif. Donc, mais donc, autant c'est différent, autant je trouve ça intéressant. Et puis, de voir ce que j'aime, c'est de voir où sont les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres partenaires pour créer quelque chose de nouveau, pour bâtir des ponts, pour continuer à faire avancer
et à faire rayonner le savoir, le travail des chercheurs auprès des gens qui veulent en savoir davantage sur un domaine spécifique. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos nouveaux bureaux deviennent importants. Ils vont devenir un pôle de rayonnement des connaissances, un lieu de rassemblement également. Donc, tout ça, ça me réjouit. Autrement dit, je suis en train d'essayer de voir comment je peux faire pour... vous savez, la tour d'ivoire de l'université, pas d'Ottawa nécessairement, mais de manière générale. Comment on peut faire pour abaisser ces murs-là? Ça se fait de plus en plus. Les chercheurs le font régulièrement. Mais au-delà de ça, faire venir en un même endroit monsieur, madame, lecteur grand public, et des chercheurs experts dans un domaine et d'échanger. Donc, je sais que je m'éloigne de la gestion, de la question d'origine, mais c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et de toute façon, même si il y a tellement de procédures qui sont mises en place sur le campus, qui est normal, que d'une certaine façon, il y a des choses qui se font... je ne devrais pas dire toute seule parce que je serais sans emploi, mais il y a des façons de faire, et donc pour ça va bien. J'aime l'exercice et c'est un peu, j'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça, mais d'une certaine manière, j'aime beaucoup le processus d'élaboration des budgets parce que c'est un moment où il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on mette de côté tout le reste. On s'assoit et puis il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va faire au courant de la prochaine année, des 5 prochaines années? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Donc, voilà. Très intéressant, ça. D'ailleurs, tu m'amènes inévitablement vers tout le monde numérique. Les presses de l'Université d'Ottawa ont, sauf erreur, là, probablement que je fais erreur, mais n'ont pas beaucoup publié sous forme numérique en tant que tel. Est-ce que je me trompe là-dessus ou est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup d'essais numériques à tout le moins? Depuis 2009, tous nos livres sont publiés en... Format numérique? Format numérique. OK. Jean-Paul va faire tes recherches. C'est bon. Et depuis l'année dernière, on a obtenu notre agrément, et on est très fiers de ça, notre agrément d'éditeur accessible. Et c'est un organisme tiers qui gère ces agréments, mais on a été soutenu dans l'obtention de l'agrément par des organismes comme NNELS, j'oublie l'acronyme en français, mais c'est l'Association nationale de soutien pour les personnes qui ont besoin de livres en version accessible et qui travaillent beaucoup avec les bibliothèques. J'explique mal leur mandat, mais bon. Et aussi avec eBound, qui est connu du côté de l'édition canadienne-anglaise. Donc, on a travaillé beaucoup avec eux pour obtenir ça. Donc, depuis l'année dernière, nos livres ont les textes de remplacement, permettent la lecture du livre en tant que tel. On est en train également de produire avec Vues et Voix 10 livres audio présentement. C'était ma prochaine question, justement. Et, oui. Et on en a 9. On va relancer tout ça, puis on va continuer. On va reprendre de plus belle ce bel élan de production de livres audio. Des œuvres littéraires et puis aussi d'œuvres qui sont d'un intérêt plus grand public et qui se lisent bien. Mais un des livres audio qu'on a produit avait été produit par Inca, la CNIB, et ils ont été tellement sympathiques, c'est tellement agréable de travailler avec eux. Mais ils ont fait une version audio de la correspondance, des mémoires, de Sofia Tolstaya en édition critique, un magnifique livre du professeur Donskov, un livre audio de 59 heures. 59 heures? Oui. Alors, mais c'est beau, ça coule de source, c'est magnifique. C'est agréable à entendre.
Très intéressant. Alors donc, mais il y a de plus en plus de choses qui vont se passer au niveau numérique à ce moment-là. Absolument. C'est incontournable. Absolument, tout à fait. Est-ce que ça se vend bien, le numérique, à l'université? Oui, le numérique se vend beaucoup et chez nous, se vend particulièrement bien. On vend nos livres numériques aux bibliothèques de recherche, qui achètent de plus en plus les formats numériques. Et c'est aux bibliothèques de recherche au Canada, mais aussi partout dans le monde. Nos livres sont vendus à Ottawa, au Canada, et puis vraiment à l'international également, de plus en plus. On ne le croirait pas, hein? On ne le croirait pas, mais quand on se retrouve en Afrique, peut-être que j'exagère un peu, mais pourquoi pas de ne pas retrouver des presses de l'Université d'Ottawa à Ouagadougou, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, l'année dernière, je ne suis pas allée au Mali, mais je suis allée au Maroc, au Salon du livre de Casablanca, qui avait lieu à Rabat, en raison de la pandémie. Et puis cette année, c'est le Québec qui est à l'honneur au salon. Donc, voilà, nos livres circulent et de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que par exemple, au Moyen-Orient, c'est encore beaucoup le livre imprimé qui se vend, alors que ailleurs, c'est autre chose. On publie, tous nos livres également sont en mode, sont imprimés à petit tirage, mais c'est parce qu'on les met en impression à la demande, en print on demand, et ce, depuis 2012. Ça fait 10 ans. C'est très intéressant, ça aussi, effectivement, oui, tout à fait. J'ai envie de terminer avec la rafale, Lara, si tu permets. Je trouve que c'est intéressant aussi, la rafale, parce que c'est un éclairage différent de qui tu es, bien sûr. Dans ton existence, tu as certainement vu un bon nombre de spectacles, même si tu lis beaucoup. Tu as vu un bon nombre de spectacles. Lequel t'a touché particulièrement? Oh, il y en a tellement. Oui. J'ai tellement travaillé avec des compagnies de théâtre, avec le Centre national des arts. Et puis, donc, il y en a plusieurs là. Je pense, par exemple, en ce moment, je vais penser à plein d'autres spectacles après, mais il y en a un en particulier qui me vient en tête présentement, et c'est le concert que Leonard Cohen avait donné à la place Canadian Tire à l'époque, en petite formation de musicien classique. Il avait 78 ans à l'époque. C'était magnifique. Tellement une belle soirée. J'imagine. Qu'est-ce que tu mets dans tes céréales le matin, hormis le lait, si tu manges tes céréales? Je ne mange pas de céréales le matin. Ah non? Pour ça, je suis comme mon père. Non, je ne déjeune pas, mais je vais prendre mon café avec du lait d'avoine ou du lait d'amande. Et puis ensuite, je me prends une petite collation. Ou bien, souvent, je vais filer jusqu'au dîner. Puis je mange un petit dîner. Tu manges pour le dîner, effectivement. Sel ou sucre préféré? Du popcorn, salé. Salé? OK, parfait. Quel véhicule tu conduis? J'ai une petite Honda Fit. OK. Oui. Ah, on partage le même amour de la Fit, tiens. Ah oui, avec les je me révèle aussi magiques. de ce côté-là, effectivement, oui, tout à fait. Quand Lara Mainville veut changer les idées de l'impression, des éditions, bon, etc., qu'est-ce que tu fais? L'eau. Aller prendre une marche près de l'eau, près de la rivière. Ah oui, j'ai habité longtemps, pas très loin de la rivière. Et donc, après souper, avec ma tasse de tisane, les enfants, le chien, on allait se mettre les pieds dans l'eau. Le kayak, la voile. Sportif? J'aimerais ça l'être plus. Mais c'est mon objectif. C'est l'objectif? Oui. Cœur ou raison? Ah, le cœur. Cœur. Les études versus le travail, tiens, c'est un dilemme intéressant, ça, évidemment. L'importance de l'une et l'autre, rapidement. Je dirais plus, je dirais les deux. Les deux. Et en ce moment, j'ai l'impression de faire les deux au quotidien. Je me fais payer pour faire quelque chose que j'aime et apprendre chaque jour. Rapidement, l'application dans ton cellulaire que tu préfères? Si tu en as une.
Google Maps. Google Maps? Oui. Ah, OK, pour s'orienter. Oui. OK, parfait. Laurent Mainville, c'est déjà terminé. Ça a été un plaisir de te recevoir sans détour. Vraiment, vraiment. Ça a été très généreux. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. Puis on connaît un peu davantage, justement, ce pourquoi tu travailles et ce que moi, j'ai le plaisir de lire comme lecteur et comme animateur. Alors donc, encore une fois, un grand merci. Puis bonne suite. On va aller à l'une. C'est quand l'inauguration de La date est à préciser, mais ce sera en décembre. Ce sera en décembre. Un beau cadeau de Noël. 23. Oui. Non, ben, peut-être pas. Parfait. Merci beaucoup, Lara. Merci. Merci.